je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon mois livresque de mars. Je m'excuse d'avance s'il y a du bruit, mais il fait super beau et chaud, donc ma fenêtre est ouverte. Normalement, en théorie, on est confiné, donc il ne devrait pas y avoir de bon... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il ne devrait pas y avoir trop de boucan dehors, pardon. Voilà, de toute façon, cette vidéo devrait pas être bien longue, puisque mon mois de mars a été quand même assez... j'ai envie de dire assez court en termes de lecture. J'ai lu 2 livres et j'ai acquis 6 livres. Voilà, donc globalement, cette vidéo devrait être quand même parmi les plus courtes, même si du coup j'ai décidé, comme vous l'aurez plus ou moins compris je pense, de faire à la fois le book haul et mon bilan lecture. Voilà, tout simplement. On va commencer avec la partie book haul et j'attaquerai après avec le bilan et donc du coup le bilan de mes 2 lectures. Voilà, du mois. Bref. Les livres que j'ai acquis, c'est des livres qu'on m'a donnés, donc voilà, j'ai pas avoir grand chose à en dire non plus, hein, pour la plupart, puisque pour les 6, parce que je n'en ai lu aucun. Bref. J'ai une de mes collègues qui lit beaucoup et qui achète beaucoup de bouquins d'occasion, et de temps en temps ça lui arrive de me les redonner une fois qu'elle les a terminés, et du coup c'est ce qu'elle a fait avec ces 4 petits-là. Il s'agit de ces bouquins de Anne Perry, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas ce sont des polars, enfin des intrigues policières pour reprendre ce qu'elle m'a dit, qui se passent sous le règne de la reine Victoria. Voilà, donc en Angleterre. Nous avons L'incendiaire de Highgate, Meurtre à Cardington Crescent, Southampton Row et Leeson Grove. Voilà, elle les lisait généralement... Enfin, je l'ai vu en lire au moins 2 tomes, je crois. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, quand j'aurai fini de les lire, je te les filerai. Du coup, elle m'a tout donné. Elle m'a noté dedans, elle a mis des petits post-it avec l'ordre dans lequel il fallait que je les lise. Je ne sais pas encore quand est-ce que je les lirai. Je suis pas une grande amatrice de tout ce qui se passe... Enfin, des trucs historiques de manière générale. J'aime beaucoup l'histoire, mais c'est vrai que je lis assez peu de romans historiques purs et durs. Et pareil, tout ce qui est polar, j'en lis très très peu. Enfin, c'est très rare que j'en lise. Mais là, en l'occurrence, elle m'a tellement bien vendu ces bouquins que bah voilà, j'ai très envie de les lire et je ne sais pas quand. Peut-être que j'en emmènerai un pendant mes vacances et que j'essaierai d'en lire un et puis je verrai bien ce que ça donne. Voilà. En tout cas, l'époque victorienne me plaît beaucoup. Le côté intrigue policière, encore une fois, me plaît aussi. Et je vous dis, elle m'a très très bien vendu ces bouquins. Donc voilà, j'espère pouvoir vous en reparler très vite. Et les 2 autres, c'est ma maman qui me les a dégotés dans une boîte à livres. Elle allait pour y déposer, je crois, des livres de ma grand-mère, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais plus exactement l'anecdote précise. Et elle m'en a trouvé 2. Elle s'est dit que ça me plairait probablement. Elle m'a pris Le Premier Amour de Véronique Olmy. Je ne connais pas du tout. C'est vraiment pas un titre qui... Mais en tout cas, le résumé est intriguant. Donc là-dessus, elle s'est pas trop plantée. Je pense que ça pourrait éventuellement me plaire, concrètement. Donc... à voir, on verra bien pour l'instant. En tout cas, bah voilà. Je l'ai rajouté dans ma pile à lire. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Pareil, un peu. C'est un peu des livres en fait que je m'attendais pas forcément à avoir, donc ils font pas forcément partie de ma pile à lire immédiate, mais quand même. Et il y a également La fille de ma meilleure amie de Dorothy Coomson, qui a l'air d'être un bouquin qui, je pense, est très tire-larme. Le résumé m'a. En fait, direct, le résumé m'a pris au trip et je pense que ça va être un bouquin très. Très triste et en même temps qui peut être sympa. J'ai envie de dire, je verrai bien. Dans l'immédiat, encore une fois, ça fait pas partie de ma pile à lire immédiate. Je pense peut-être me le garder pour cet été. Possiblement. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une plage sur la couverture et que ça me donne envie de le lire en été, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, encore une fois, elle a très bien cerné ce qui pouvait éventuellement me plaire et on verra bien. Voilà, c'est les seuls livres que j'ai eu au mois de mars. Vous voyez comme j'ai été mignonne. Il faut dire qu'avec les librairies qui ferment, enfin qui ont fermé du coup pour cause de confinement, c'est vrai que bah, c'était pas... Enfin voilà, moi je suis quelqu'un, acheter des livres sur internet, ça m'arrive très très rarement. Ou alors ça va être des livres d'occasion sur Gilbert Joseph. Voilà, ou des occasions particulières que j'achète à des particuliers, genre sur Vinted et compagnie. Mais c'est vrai que, enfin voilà, je fais pas forcément mes courses de livres sur internet, j'aime beaucoup y aller au feeling en fait. Et un peu avoir le sentiment que le livre que je trouve, c'est une occasion qui se présente. De l'acquérir quoi. Donc là en l'occurrence, ben je sais même pas si je vais acheter. J'ai un panier plein sur Amazon, même si j'ai pas forcément envie d'acheter des bouquins sur Amazon, mais bon. En même temps, il faut bien que j'en achète quelque part, mais je sais pas du tout si je vais craquer, que je vais en acheter, donc je ne sais pas s'il y aura plus de livres au mois d'avril. Voilà. Bref, on part. On passe maintenant dans la partie où je vais vous parler de mes lectures du mois de mars. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 2, c'est très peu. Il y a une romance et un bouquin de science-fiction young adulte. Je regarde par là parce qu'il est juste sous mon nez. Le premier, je l'ai lu en e-book, il s'agit de Call Me Baby d'Emma Green, qui malheureusement a été plutôt
une déception, on va dire. Disons que c'est ma première déception de ces deux auteurs-là, et j'en suis la première hyper peinée. Genre, je sais que ça fait un petit moment que je ressasse la vidéo, c'est souvent avant que je tourne une vidéo où je me répète un peu ce que je vais dire, parce que j'écris pas mes vidéos, mais je sais globalement ce que je veux dire de chaque bouquin. Et où en fait, j'essaie de tourner ça parce que je suis dépitée de pas avoir aimé plus que ça, en fait. Enfin, je peux pas dire que j'ai pas aimé du tout, ce serait mentir. Mais ouais, je suis vraiment dépitée de pas l'avoir apprécié plus parce que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup Emma Green. Et du coup, le fait de devoir dire du mal, avec de gros guillemets, dans leur bouquin, ça me fait vraiment chier. Mais vraiment, pour parler honnêtement. Bref, Call Me Baby va nous raconter l'histoire de Sidonie, une jeune femme, une jeune française qui est venue avec sa sœur jumelle à Londres. Après la mort de leur maman, elles ont déménagé toutes les deux à Londres, elle cherche du travail et elle va répondre à une annonce pour être babysitter, enfin nounou plutôt, parce que babysitter il y a un côté très ponctuel alors que nounou c'est un peu tout le temps, chez un milliardaire. Voilà. Évidemment, elle va tomber sous le charme du 10 milliardaire et blablabla. Voilà. C'est de la romance, il n'y a pas beaucoup de surprises. Oui, il y a du cliché. Déjà, la nounou et le boss, qui tombe amoureux, déjà, ça c'est un peu cliché de la romance. Le milliardaire et la nana qui a pas trop de thunes, qui tombe amoureux, cliché. C'est pas franchement ce qui m'a le plus dérangé dans l'histoire parce que je trouve qu'Emma Green a une manière, elles ont une manière bien à elles de pallier ce côté cliché. C'est très fréquent qu'il y ait des petits trucs qui fassent un peu cliché dans leurs bouquins. Et je trouve qu'elles arrivent à s'en moquer et aussi à détourner le truc, à se l'accaparer. Et je pense que dans la romance, on a vu tellement de choses que ne pas tomber dans le cliché, ça me paraît assez compliqué. Et voilà, moi entre guillemets, c'est pas quelque chose qui me dérange du moment que le cliché est bien traité. Et là, en l'occurrence, c'était très bien traité. On a le personnage de Jo qui plaisante des fois avec sa sœur en lui balançant des petits pics sur le fait qu'elle aime les mecs qui ont des sous. Il y a Sidonie elle-même qui des fois se fait justement cette remarque que c'est un cliché ambulant que de tomber amoureux de son boss, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui en devient intéressant parce que le cliché est bien exploité. Du coup, c'est pas quelque chose qui m'a plus gêné que ça. Bon, il y avait des fois, ça me faisait lever les yeux au ciel, mais parce qu'il y a d'autres choses qui ont fait que... Voilà. En fait, c'est pas un bouquin que j'ai pas aimé, mais c'est un bouquin qui m'a fait beaucoup lever les yeux au ciel. Et du coup, on va tout de suite parler de ce qui m'a gêné le plus, qui m'a gêné tout court d'ailleurs. C'était cette espèce de redondance dans l'action amoureuse. J'avais le sentiment que c'était un peu toujours pareil, qu'on arrivait toujours à ce même... on se sépare, je m'en vais, tu viens me chercher, je reviens, on se resépare, tu reviens me chercher. Enfin, c'était vraiment un cycle un peu sans fin. Alors, la particularité de certains des livres des éditions Indictives, c'est qu'ils sont qu'ils sont publiés en épisodes, en parties en fait. On a les parties et elles sont pas toutes postées en même temps. Là, moi personnellement, j'ai lu l'intégrale, donc j'avais tout d'un coup. Et je pense que c'est ça aussi qui est vachement particulier, c'est que du coup, forcément, et c'est normal, ça me rappelle aussi certains bouquins que j'ai pu lire qui ont été écrits sur Wattpad à la base. On tient en haleine le lecteur, le but c'est que le lecteur il ne s'arrête pas à notre partie là, il continue les autres parties, donc forcément il faut que la fin elle soit... Mais le problème c'est que c'était souvent la même mécanique qui était utilisée, et au bout d'un moment ça me sortait un peu par les yeux. Il y avait aussi beaucoup de scènes de sexe que je trouvais pas forcément nécessaires. Après, entre guillemets, ça, moi, ça me dérange pas outre mesure, dans le sens où généralement, si ça me gonfle, voilà, je passe assez rapidement dessus, je la lis en diagonale. Je lis globalement à peu près les dialogues, et encore, il y a certains dialogues qui sont pas non plus... voilà, qui sont des dialogues purement sexuels, donc qui sont pas non plus particulièrement... Mais voilà, disons que c'était juste un petit plus qui faisait que, bon, j'étais moins... Ouais, ça m'a pas emmené comme les autres fois en fait. J'ai apprécié les personnages, mais j'avoue qu'il y a des fois, Sidonie me sortait littéralement par les yeux. Je trouvais qu'elle était très pleurnicharde en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup agacée de l'avoir baissé les bras très souvent pour pas grand chose, être complètement abattue. Alors, je dis pas que c'est pas. Enfin, c'est même carrément réaliste parce que des fois, justement, ils nous font des héroïnes qui sont vraiment hyper. Et là, je trouvais que ça collait bien avec le personnage, mais en même temps, c'était rageant. Il y avait des fois, j'ai envie de la secouer comme un prunier parce qu'elle chialait tout le temps. Et voilà, disons que je me suis pas attachée plus que ça au personnage de Sidonie, et je pense que ça a aussi joué. Pareil, le personnage masculin dont j'ai oublié le nom, donc j'essaye d'éviter de le dire depuis tout à l'heure, mais bah voilà, maintenant vous le savez, j'ai oublié son nom. C'est pareil, lui de son côté, il y a aucun moment, même... Enfin, il a une vie compliquée parce que c'est un homme veuf, on l'apprend très tôt, donc ce n'est pas un spoil. D'où le fait que il ait besoin de quelqu'un pour garder sa fille, entre autres choses. Il a toute cette chose du coup qui est quand même très dure. Et même ça a pas réussi à plus que ça m'émouvoir en fait. C'est pas des personnages qui m'ont touchée. J'ai eu beaucoup plus d'affinité avec Jo. C'est pour ça d'ailleurs que je vais lire la suite, Call Me Bitch, parce que ça tourne autour de Jo.
donc qui est la sœur jumelle, je sais plus si je dis son prénom, donc je précise, c'est la sœur jumelle de Sidonie. Parce que du coup, elle, ouais, j'ai envie de la découvrir. Et Sidonie, moi, m'a un peu... ouais, elle m'a un petit peu agacée les 3 quarts du temps, donc bah ça faisait que c'était plusieurs petites choses comme ça, qui au final ont fait de cette lecture une lecture qui n'était pas déplaisante, mais qui a pas été un coup de cœur comme tant d'autres bouquins d'Emma Green ont pu l'être pour moi, et ouais, qui m'a un peu agacée, et que très honnêtement, j'étais contente de le terminer. Après, concrètement, c'était pas une mauvaise lecture, je l'ai pas détesté non plus, c'est juste que, bah, comparé à ce que j'ai l'habitude de lire avec ces 2 auteurs-là, bah là, du coup, j'ai été un peu déçue. Voilà. D'où le côté déception. Sinon, en soi, c'était pas non plus une lecture déceptive, et je pense que si ça n'avait pas été un Emma Green, je l'aurais apprécié... Enfin, j'aurais pas parlé de ce bouquin comme d'une déception, mais juste d'un livre que j'ai trouvé plutôt moyen. Là, c'est une déception parce qu'avec Emma Green, je mets toujours la barre hyper haute, parce que j'adore ce qu'elles font d'habitude. Et que là, j'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. Voilà. C'est donc tout pour mon avis sur Call Me Baby, et je vais maintenant vous parler de ma relecture de Marquer les ombres de Véronica Ross. Oui, comme je viens de vous le dire, c'est une relecture. J'avais déjà lu ce petit bébé à peu près à la période de sa sortie. J'ai une amie qui l'avait acheté en grand format et qui me l'avait prêté. Et quand ils sont sortis en poche, lui et le tome 2, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté les 2 et du coup bah, j'ai lu les 2 là dans la foulée. Là, bah, le jour où je fais cette vidéo, ce matin j'ai terminé le tome 2. Voilà, j'avais très à cœur de relire le tome 1 parce que je me souvenais très peu en fait de ma lecture. J'avais du coup pas envie de m'attaquer au tome 2 sans me souvenir très bien du tome 1. Comme je suis très nulle pour résumer tout ce qui est science-fiction, je vais vous lire le résumé en fait. Voilà. Et puis bah voilà, hein, on va faire comme ça. Faites comme si ça venait de moi et que j'avais une prose particulièrement inspirée aujourd'hui. Bref, je lis. Dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un pouvoir unique. À cause de la pacifique nation de Tuvée, et Syrah, sœur du tyran qui gouverne les Chotés, sont de ceux-là. Mais leur don les rend à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose, les obstacles entre leur peuple et leur famille sont nombreux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Voilà. Je trouve que c'est un résumé en plus qui est très succinct et qui n'en dévoile pas trop du bouquin. Moi personnellement ça avait suffi à me charmer complètement. Ma lecture du tome 1 avait été ma première lecture de ce tome 1 avait été un vrai coup de cœur. J'avais vraiment adoré l'univers, j'avais adoré les personnages et cette relecture a été aussi puissante, peut-être même plus parce que du coup comme c'est un univers que je connaissais déjà, je butais pas sur tous les mots, je voyais déjà directement... Et pourtant... Ça a été une redécouverte aussi parce que je ne me rappelais plus de plein de petits détails. Les personnages, j'ai apprécié de les redécouvrir et je pense que je les ai appréciés encore plus. Et que du coup, ça m'a vraiment rendu la lecture de la suite encore plus intéressante. Mais je vous parle pas de la suite là, je vous parle du tome 1. C'est vraiment une saga que je vous conseille. Le premier tome, je trouve qu'il y a de l'action à peu près tout le temps. Enfin, moi, je trouve qu'il se passe toujours des choses, même quand ça ne paraît pas. Il y a plein de petites choses en transparence qui se passent. Le lien entre Syrah et Akos, il me touche toujours autant. Je trouve que le lien qui se crée entre eux est très intéressant. Ils sont quand même supposés être des ennemis mortels de 2 familles qui sont ennemies et le lien qui va se tisser entre eux, il est très fort et il se fait à la fois très difficilement et très facilement. Je trouve que tous les deux, ils ont cette espèce de carapace et les voir tous les deux creuser un petit peu dans la carapace de l'autre sans même s'en rendre compte, bah, c'était très bien fait. Ouais, je sais pas, ma relecture m'a rendu les personnages encore plus touchants. Et même les choses qui peuvent être agaçantes, parce que je sais que Syrah, des fois, me sort par les yeux, j'avais envie de lui faire « mais ta gueule, tu m'énerves ». Bah, je trouve qu'elle est d'autant plus touchante dans cette relecture. Je ne sais pas si c'est parce que vraiment j'étais à fond dedans et que je l'étais peut-être moins ma première lecture, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que mine de rien, je me rappelle qu'un truc qui m'avait marqué, c'est que je butais pas mal sur les mots. Il y a un lexique à la fin et je me rappelle que dans ma première lecture, je regardais souvent le lexique. J'y allais souvent parce qu'il y avait des mots, je me rappelais plus ce que ça voulait dire, etc. Et bah, c'est d'autres planètes avec d'autres êtres humains. Il y a plein de choses en fait qui rendent la première lecture peut-être un peu, je vais dire tâtonnante. Je sais pas trop si ça se dit tâtonnante. C'est un peu moche. Hein. Mais bref, on tâtonne un peu dans une première lecture et c'est du coup très sympa d'avoir une deuxième lecture parce que bah pour le coup moi je me rappelais pas de tout, donc au moins ça m'a fait un bon rappel déjà, et accessoirement j'avais vraiment le sentiment d'être complètement plongée dans l'histoire, alors que ouais, la première fois je tâtonnais un petit peu, il y avait des informations que j'avais mais que bah du coup j'avais sans trop les avoir parce qu'il y avait des choses à côté desquelles je passais, et j'ai vraiment eu le sentiment que c'était plus le cas ici, et ça a été une super lecture.
Et à nouveau un coup de cœur, c'est voilà, c'est vraiment une saga qui se lit très très vite du coup parce qu'elle ne comporte que 2 tomes. Et j'ai très hâte déjà de vous parler du tome 2. Ce sera peut-être plus facile parce que du coup là je viens vraiment de terminer le tome 2, donc j'ai plein de choses à vous dire sur celui-ci. Et accessoirement celui-là c'est une relecture, donc il n'y avait pas de découverte, mais en tout cas ça se lit toujours aussi bien je trouve. Et c'est un livre qui a beaucoup de choses à apporter, qui a un univers qui est très très dingue, dense, riche. Le fait qu'il y ait plein de planètes comme ça, on a envie de partir en exploration dans tout cet univers. Et j'adorais moi avoir un bouquin comme ça qui se passe dans cet univers à nouveau, même sans que ce soit avec les mêmes personnages, juste parce que déjà l'univers en lui-même est hyper dingue et les personnages le sont tout autant. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire Marquer les ombres. En plus, comme ils sont sortis en poche, vous n'avez pas vraiment d'excuses parce qu'un livre de poche ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un grand format. Voilà. C'est tout pour mon avis dithyrambique de ce petit bijou que j'aime du fond du cœur. Donc je lui fais un petit bisou parce qu'après il va retourner dans ma bibliothèque et je le ressortirai probablement pas. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser, je vais retourner à mes lectures du mois. Pour l'instant j'avance vraiment à la vitesse de l'escargot dans celle-ci. Donc il va peut-être être temps que je me foute un petit coup de boost. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!